Bonjour à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette fois-ci la période de Philippe le Bel, donc le petit-fils de Saint-Louis dont on a parlé la dernière fois, jusqu'au début de la guerre de Cent Ans. Voilà, donc quand est-ce que ça se passe? Eh bien on est effectivement après Philippe Auguste, notre première vidéo, le vainqueur de la bataille de Bouvines, puis ensuite on a eu Saint-Louis qui était son petit-fils. Ben là, on va parler directement du petit-fils de Saint-Louis, qui est Philippe IV, dit le Bel. Le Bel, ça veut dire le beau, hein, en vieux français. Entre les deux, on a eu Philippe III, le Hardi, voilà, qui a une vie, qui était le fils de Saint-Louis, du coup, qui a une vie assez difficile, mais qui était aussi très courageux, d'où son nom du Hardi. Voilà. Et donc, Philippe IV le Bel, c'est un roi assez marquant, vous allez le voir. Alors on n'est plus vraiment sur les mêmes sortes de rois que Saint-Louis, que Philippe Auguste, hein. Philippe le Bel, il est couronné en 1285, donc déjà il est un petit peu plus vieux, vous voyez, par rapport à... Il a un petit peu une vingtaine d'années, un petit peu moins. Et quand il est couronné, ce qui est assez vieux à l'époque, hein, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de rois, dont Saint-Louis, qui étaient vraiment enfants quand ils sont couronnés, et puis après leur mère ou un oncle ou une personne de la famille assure la régence. Ben là, il est plutôt couronné à l'âge presque adulte. C'est un roi qui va beaucoup contribuer à la centralisation, à la concentration, à l'augmentation du pouvoir royal. Il va conquérir beaucoup de nouveaux territoires au nom de la couronne. Et il va assez vite aussi rencontrer des problèmes d'argent, parce que le territoire qui s'agrandit, il a besoin voilà, d'asseoir son pouvoir, etc. Il veut s'enrichir, et du coup il instaure beaucoup de nouvelles taxes dans le royaume, et des taxes royales. Avant, vous savez, c'était chaque seigneur dans sa région qui imposait les taxes en fonction de ses besoins, en fonction aussi de ce qu'il avait, comment il voulait s'enrichir. Et là, c'est le roi qui commence à centraliser énormément le pouvoir, donc à Paris. Ça plaît pas forcément tout autour de lui, et il va pas taxer seulement les paysans ou les seigneurs qui lui sont soumis, mais aussi beaucoup les hommes d'église qui sont assez puissants à l'époque. Et il va s'opposer beaucoup voilà, à tous ces grands évêques qui sont très, très puissants à l'époque. Et il va aller jusqu'à s'opposer au pape Boniface VIII, avec qui il va avoir un gros conflit, et qui va même venir arrêter chez lui en Italie, aidé par des alliés italiens et ennemis du pape. Voilà, donc il va s'opposer très fortement à l'Église. Et puis, un des symboles de cette opposition à l'Église, c'est que donc, Philippe le Bel va voilà, surtout pour un grand besoin d'argent, s'attaquer à l'ordre des Templiers. Alors l'ordre des Templiers, ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est effectivement un ordre qui date des croisades et qui a été voilà, un ordre de moines soldats. Voilà, que vous avez une représentation de la mort voilà, du grand maître des Templiers, qui était Jacques de Molay, le dernier, voilà, qui est condamné à être brûlé vif. Bon, c'est horrible, c'est vraiment réservé aux très grands malfaiteurs. Et Philippe le Bel va accuser les Templiers d'hérésie, c'est-à-dire d'être des faux chrétiens, alors que c'est surtout pour récupérer leur grande richesse, puisque les Templiers étaient un ordre de chevaliers, de moines soldats extrêmement puissants, qui s'étaient beaucoup enrichis aussi pendant les croisades. Donc pour récupérer leur argent, et voilà, Philippe le Bel va les accuser. Il va les accuser de la pire des trahisons pour des moines, hein, voilà, de trahir l'Église. Et il va condamner au bûcher, notamment leur grand chef, qui va du coup un petit peu avoir, on dit dans la légende qu'il y a une malédiction qui a été lancée par le grand maître des Templiers au moment de sa mort, il a dit que le roi, celui qui l'avait condamné au bûcher, mourrait dans la même année. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque l'année de la mort de Jacques de Molay, eh ben, Philippe le Bel est mort. Alors, il y a des fils qui vont lui succéder, et c'est cette succession de Philippe le Bel qui va créer petit à petit les conditions du démarrage de la guerre de Cent Ans. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc Philippe le Bel, ici, voilà, s'est marié avec Jeanne de Navarre, un, une, voilà, une dame de la famille de Navarre, qui est une autre grande famille. Donc on dit que souvent le roi de France était le roi de France et de Navarre, parce qu'il y a eu beaucoup d'alliances entre ces deux familles. Donc ici on a Philippe III, le fils de Saint-Louis, qui donne naissance à Philippe le Bel. Philippe le Bel a eu plusieurs enfants. Vous voyez qu'il a eu d'abord Louis X le Hutin,
qui lui a succédé, du coup, quand il est mort en 1314. Et voilà, donc Louis X a eu un fils qui était Jean Ier, qui était un tout petit enfant, qui lui a succédé du coup à la mort de Louis X, et qui était un bébé, donc qui est mort quelques mois après. Donc il avait aussi une fille, mais à qui on a refusé la couronne. Vous savez qu'en France, il n'y a pas eu de reine, donc il n'y a eu que des rois, donc c'est vraiment les fils aînés qui succèdent. Donc comme il n'y a pas de descendance ici, vous voyez, le fils est mort. Donc c'est Philippe V qui lui succède en 1316, donc l'autre fils de Philippe le Bel, donc qui va régner de 1316 à 1322. Et ensuite, donc, il a aussi une fille Isabelle, on va en reparler plus tard, qui s'est mariée du coup à un roi d'Angleterre. Ici, vous voyez en rouge, c'est les rois d'Angleterre. Ça va avoir des grosses conséquences ensuite. Et du coup, en 1322, celui qui lui succède, c'est pas Isabelle qui est une femme, c'est Charles IV le Bel. Donc un Charles, voilà, qui va régner de 1322 à 1328. En 1328, il meurt. Et là, qu'est-ce qu'on fait puisque personne n'a de descendants, vous voyez en dessous. Donc on va aller rechercher un successeur à Charles IV le Bel, en remontant du coup les différents, et du coup on va aller chercher un oncle, un descendant du frère de Philippe le Bel. Donc on va aller chercher un neveu de Philippe le Bel, qui est Philippe VI, voilà, qui va succéder du coup à Charles IV. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème, puisque ici, Isabelle, qui est du coup la fille de Philippe le Bel, s'est mariée au roi d'Angleterre. Ils ont eu un enfant mâle, un fils, et du coup, qui est le petit-fils de Philippe le Bel. Donc on a le petit-fils de Philippe le Bel et le neveu de Philippe le Bel, qui du coup, vous voyez, sont assez éloignés de la lignée de la couronne, et du coup vont se disputer le pouvoir, et ça va créer évidemment des gros problèmes, et c'est ça qui va donner petit à petit la guerre de 100 ans. Donc, c'est le début de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, elle commence aux environs de 1337. Alors, au début, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de grands affrontements. Il y a quelques événements qui se déroulent plutôt dans le nord, ici, voilà, dans les Flandres, où c'est une région qui a toujours été un petit peu entre l'Angleterre et la France. Donc, il y a pas mal de combats qui ont lieu par là, qui n'ont pas de grandes conséquences. Et puis en Bretagne, il se passe aussi beaucoup de choses, puisqu'il y a une guerre de succession, voilà, entre une famille qui est soutenue par le roi de France, de Charles de Blois, et puis une autre famille qui est soutenue par le roi d'Angleterre, Édouard III, donc à l'époque. Donc vous voyez les deux rois, voilà, le neveu et le petit-fils de Philippe le Bel, qui vont se battre. Vous voyez qu'à cette époque, au début de la guerre de 100 ans, l'Angleterre a vraiment un tout petit territoire en France qui s'appelle la Guyenne, qui est notre Aquitaine actuelle, un petit peu plus réduite, et qui est l'héritage, voilà, de ce que leur avait laissé Saint-Louis. Vous vous souvenez qu'il avait signé un traité avec l'Angleterre pour leur accorder quelques territoires. Donc vous voyez qu'ils ont un tout petit territoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc 1337, on va avoir un grand tournant de la guerre de 100 ans, du début en tout cas de la guerre de 100 ans, en 1346. Alors, vous voyez qu'ici, on est Crécy, vous voyez, on est dans le Pas-de-Calais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Angleterre va encore une fois faire un raid sur la Normandie, donc il débarque par ici, à côté de Caen aujourd'hui, et puis commence, voilà, à venir un peu piller, se déplacer en Normandie. Du coup, à ce moment-là, le roi Philippe VI lève une grosse armée pour aller combattre les Anglais qui ont débarqué sur la terre française, en Normandie. Comme ça lui fait un petit peu peur au roi d'Angleterre, cette grosse armée qui est beaucoup plus grosse que lui, le roi d'Angleterre, hop, repart vers le nord en se disant, au pire, je pourrais réembarquer pour retourner chez moi. Voilà, donc il va s'arrêter ici, à Crécy, à côté de Calais. Vous voyez, dans toute cette région-là, on a une petite zone qui est encore une dépendance anglaise, un domaine anglais, comme la Guyane, qui est un petit territoire pour le moment. Et du coup, il va se dérouler ici une grande bataille qui est un grand tournant. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur la bataille de Bouvines. Donc la bataille de Bouvines remportée de manière très glorieuse par
par les Français, qui vont écraser complètement les différentes armées qu'ils ont en face d'eux, grâce notamment à leur chevalerie, qui est de pointe, qui est très fort, qui se bat beaucoup, et à l'époque beaucoup au corps à corps. Alors là, ça va beaucoup changer, puisque dans la bataille de Crécy, justement, les Français sont restés comme ils étaient à Bouvines, donc des grosses charges de cavalerie, énormément de chevaliers, ils s'appuient essentiellement sur leur cavalerie. Mais à Crécy, qu'est-ce qui s'est passé? On est le 26 août, à la fin de l'été, il y a eu des énormes orages pendant la nuit, donc le terrain est très boueux, ce qui n'est pas super pour des chevaux qui sont, comme je vous le rappelle, très lourds, et du coup qui vont s'enfoncer. Et en face, surtout, les Anglais sont venus avec beaucoup d'archers. Et comme je vous l'ai dit, les Anglais sont remontés dans le nord et ont eu le temps, voilà, de travailler un petit peu leur position. Alors comme vous pouvez le voir ici sur l'illustration, ils ont mis un certain nombre de piques devant eux, ils se protègent, et comme vous voyez ici, tous les petits points, c'est les groupes d'archers, et les parties pleines sont les groupes de chevaliers. Tous les archers se couvrent les uns les autres. Ça veut dire que si les Français attaquent là, les archers qui sont ici peuvent couvrir de flèches les Français qui attaquent. Donc vous voyez qu'il y a déjà un petit décalage, et que les Anglais vont pouvoir vraiment s'appuyer sur la position. Ils sont en plus légèrement en hauteur. Donc là, voilà, les Anglais avec leurs grands arcs. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a tous ces blocs-là que vous voyez rayés, qui sont les blocs de chevaliers, qui sont en ordre de marche, puisqu'ils montent, eux, de Paris. Donc ils n'ont pas eu le temps du tout de se fortifier. Et tous les points devant, ce sont les arbalétriers génois. Alors vous allez me dire, une arbalète, c'est quand même très puissant. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Sauf qu'une arbalète, c'est aussi très long à recharger par rapport à un arc où on prend des flèches qu'on a mis à côté de soi. Et c'est ce qui va se passer. En fait, les arbalétriers qui sont tout devant vont commencer à charger, à essayer d'attaquer les archers anglais, qui vont littéralement leur faire pleuvoir dessus une nuée de flèches. Les arbalétriers, en plus, du coup, vont avoir très peur. Comme il s'est mouillé, etc., leurs arbalètes, en plus, tombent en panne, elles ont du mal, etc., ils ont du mal à recharger, donc ils vont refluer en arrière. Et là, ils vont rencontrer leurs propres chevaliers. Donc les arbalétriers génois sont en plus des Italiens qui sont venus aider les Français. Et là, vous voyez qu'ils vont venir rencontrer les chevaliers français, qui les aiment déjà pas beaucoup, et qui du coup vont se battre entre eux avant finalement de charger complètement dans le désordre les Anglais. Et ça va être vraiment une débâcle, puisque les chevaliers français essayent de charger vague par vague, de manière complètement désordonnée, les lignes anglaises qui sont très bien ordonnées, avec des piques, etc. Et on va du coup assister à une énorme déroute française. Voilà, les Français qui sont beaucoup plus nombreux, qui ont beaucoup plus de chevaliers à cheval, etc., vont se faire littéralement écraser. Et les Anglais qui ont un petit peu perdu leur sens chevaleresque de ce qu'on avait au Moyen-Âge. Vous savez, on respectait beaucoup les chevaliers adverses, on essayait plutôt de les arrêter pour réclamer des rançons. Et ben là, ils les tuent littéralement sur place avec des flèches. Une fois que le cheval est mort, qu'il a reçu des flèches, les chevaliers qui ont des très grosses armures dans la boue ont beaucoup de mal à se battre. En plus, le soleil s'est levé, on est 26 août, il fait une chaleur écrasante, et c'est vraiment une énorme défaite pour le roi Philippe VI, voilà, qui est contraint de fuir le champ de bataille et d'aller se réfugier dans le château, où il dit « Ouvrez, c'est l'infortuné roi de France ». Voilà, c'est une heure tragique de ce début de la guerre de 100 ans. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les Anglais, très forts de leur grande victoire à Crécy, vont se ruer sur Calais, qui est une ville un petit peu plus loin, juste au nord de là où ils étaient, et vont mettre le siège à Calais, et qui va leur permettre ensuite d'avoir un gros port sur la Manche pour pouvoir voilà, attaquer la France. Et ils vont mettre le siège à Calais pendant un siège qui va durer presque un an, extrêmement long, où les habitants vont mourir de faim, et donc vont se présenter. Il y a 6 bourgeois qui vont sortir de Calais pour se rendre. Voilà, et le roi va récupérer Calais, alors que voilà, pendant un an, les Calaisiens avaient résisté en attendant que le roi de France vienne les aider, mais le roi de France, voilà, terrifié par ce qui s'est passé à Crécy, ne veut plus attaquer le roi d'Angleterre.
À l'issue de ça, comme si ça ne suffisait pas, il va y avoir une immense épidémie, une des plus grandes qu'on ait connues en France, qui est la Grande Peste, la peste noire, qui s'appelle aussi la peste bubonique, et qui va faire 25 millions de morts en Europe. C'est énorme, c'est bien plus gros que le Covid qu'on connaît aujourd'hui, qui est vraiment une toute petite épidémie par rapport à ce qu'on a connu à cette époque-là, qui va faire des ravages et qui va complètement presque arrêter, et presque qui va l'arrêter, la guerre de 100 ans. Pendant ces années-là de grande peste, tout le monde essaye voilà, de fuir, de se défendre contre cette maladie. Il n'y a pas de médecine, la médecine est très précaire à l'époque. Et du coup, ça va faire des énormes ravages, et même le roi, du coup, Philippe VI, va mourir en 1350. Voilà. Et à la reprise du coup de la guerre de 100 ans, quand cette peste s'atténue un petit peu, bah, les Anglais vont lancer des grandes chevauchées. Donc à l'époque où je vous l'ai dit, Philippe le Bel avait déjà des problèmes d'argent, et les problèmes d'argent s'accentuent puisque la guerre coûte extrêmement cher. Et du coup, les Anglais, pour s'enrichir, bah, vont lancer des grandes chevauchées. Si vous voyez voilà, les grandes lignes vertes ici. Voilà, le roi d'Angleterre va attaquer plutôt vers le nord et va laisser son fils, le prince noir, et voilà, Jean sans peur aussi, on appelait, attaquer le sud, et c'est comme ça qu'on va arriver petit à petit à la bataille de Poitiers, où le successeur de Philippe VI, qui s'appelle Jean II le Bon, va voilà, essayer d'attaquer le fameux prince noir, qui avait une armure toute noire, c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça, et Jean sans peur, pour cette fameuse bataille de Poitiers. Alors la bataille de Poitiers, ben, on pourrait se dire après la leçon reçue à Crécy, vous savez, où les chevaliers se sont complètement embourbés dans la boue, ils ont pris, voilà, ils se sont fait littéralement écraser par la pluie de flèches qui leur est tombée dessus. On se dit, ben, les Français, finalement, vont changer de stratégie un petit peu. Eh bien, pas du tout. Ils sont exactement pareils, toujours très courageux, avec énormément de chevaux. Et là, ils vont du coup aller attaquer voilà, un petit corps expéditionnaire d'Anglais, hein. Ils sont encore une fois beaucoup plus nombreux. Voilà, les Anglais, comme la dernière fois à Crécy, ont eu le temps de fortifier une position. Ils sont sur une colline. Une colline, on est à Poitiers. Il y a aussi pas mal de vignes dans cet endroit-là. Donc vous voyez comment c'est un champ de vignes. On ne peut pas charger à cheval à travers un champ de vignes. Donc on est obligé de se battre à pied. Pour accéder aux positions anglaises ici, il y a uniquement un petit chemin qui, vous voyez, passe littéralement entre les deux corps. Donc pour aller les attaquer, il faut prendre ce petit chemin. On ne peut pas aller par ici. Et ça va être du coup, là aussi, un vrai carnage. Les Français vont attaquer complètement désorganisés, puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre autour du roi, qui, on doit le dire, voilà, Jean II, comme son père, Philippe VI, n'étaient pas des grands stratèges par rapport à, voilà, on a parlé de Philippe Auguste, on a parlé de Saint-Louis, qui étaient vraiment des vaillants combattants qui avaient aussi un sens stratégique élevé. Bah là, voilà, ça va être aussi, là aussi, un énorme carnage. Les arbalétriers, comme à Crécy, vont avoir énormément de mal à recharger rapidement leurs armes, etc. Et les chevaliers vont se faire, voilà, soit tuer sur place, soit vont fuir même, avant même que le roi ait donné l'assaut, qui est complètement invraisemblable à l'époque. Et du coup, le roi va se retrouver isolé, c'est l'image qu'on retrouve là. Comme il peut pas se battre à cheval à cause de ces fameuses vignes, et ben, il va devoir se battre à pied et il est rapidement encerclé. Il se bat avec son fils, voilà, son fils qui s'appelle Philippe, et qui lui dit Père, gardez-vous à gauche, à droite, etc. Ils se battent très vaillamment, très courageusement, mais malheureusement, eh ben, ils sont capturés. Et ça va être le début d'une période qui avait déjà commencé, mais une période très noire de cette guerre de 100 ans, où le roi voilà, Jean II est capturé et même plus tard emmené à Londres. Ouais, c'est là même qu'il va mourir. Donc après cette bataille de Poitiers, eh ben, on ne peut pas dire que ça soit la joie, hein. La France est vraiment déjà très appauvrie par toutes ces guerres. Le prestige des nobles, donc des chevaliers qui se battent, eh ben, est complètement ravagé, puisqu'ils ont perdu, je vous l'ai expliqué, à Crécy, à Calais, voilà, ils n'ont même pas attaqué.
À Poitiers, c'est une énorme défaite. Donc voilà, il y a une énorme défiance de de tous ces paysans, aussi des bourgeois dans les villes qui payent énormément d'impôts pour des gens qui perdent, voilà, qui se font écraser et qui demandent encore toujours plus d'argent. Donc il y a une révolte qui commence, notamment à Paris, sous la direction d'Étienne Marcel. Étienne Marcel, c'est le prévôt des marchands de Paris, un petit peu, si vous voulez, le responsable du syndicat des marchands de Paris, et qui commence à demander que la royauté, que les nobles soient contrôlés par une assemblée, comme une république, voilà un petit peu. Et Étienne Marcel va lancer une grosse révolte dans Paris contre les nobles, qui va être rejointe par une autre révolte qui s'appelle la jacquerie. Donc une jacquerie, c'est une révolte de paysans, donc là c'est dans les campagnes. Et en 1358, il y a ce qu'on appelle la grande jacquerie, donc une grande révolte des paysans qui vont se révolter contre leurs nobles, qui vont même en massacrer plusieurs, et qui vont s'allier aux troupes d'Étienne Marcel qui se sont levées dans la capitale. Et puis finalement, il faut tout le courage, la combativité de Charles V, qui est le dauphin, le fils aîné de Jean de Lebon, qui, je vous le rappelle, est en captivité, pour, voilà, écraser cette révolte-là et rétablir l'autorité du roi à Paris. Et c'est vraiment voilà, une période très sombre. Et vous voyez que sur la carte, là, la France, après le traité de Bretigny, donc qui signe un petit peu la fin de cette période, suite à la défaite de Poitiers, et ben la France va être fortement réduite, puisque toutes les zones qui sont en rose pâle, là, vont revenir à la couronne d'Angleterre. Vous voyez qu'on perd énormément de territoire. En Bretagne, c'est le protégé du roi d'Angleterre qui va prendre le pouvoir. Donc la France va aussi perdre une grande partie de la Bretagne. Donc voilà, on est sur un moment sombre. Hein, on n'est plus au XIIIe siècle comme on l'a vu, où la France s'est agrandie, etc. La France qui était sous Philippe le Bel le plus gros pays d'Europe en termes de population, extrêmement puissant, voilà, est très très affaibli, divisé, avec beaucoup de seigneurs voilà, qui croient plus dans la puissance du roi qui est en prison. Et voilà, Jean le Bon va mourir en 1364 à Londres, et c'est du coup son fils Charles V qui va lui succéder. Mais ça, nous verrons ça dans le prochain épisode, où je vous le promets, il y aura des bonnes nouvelles pour nous les Français. À très bientôt.